Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 103 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Hélène Després. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors Hélène, on vous remercie de nous déjà faire cette émission avec nous depuis de l'autre côté de l'Atlantique puisque vous êtes professeure associée et coordinatrice de Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire à l'Université du Québec à Montréal. Vos recherches portent sur les représentations fictionnelles de la science dans une perspective sociocritique et épistémocritique. Après une thèse sur les savants fous en littérature qui a été publiée en 2016 chez Quaternary, vous avez notamment travaillé sur le post-humain, les dystopies, l'imaginaire post-apocalyptique, la science-fiction et les séries télé. Ça tombe bien puisqu'on est un podcast sur les séries télé et vous venez de faire apparaître un livre qui s'intitule « Le post-humain descend-il du singe ? Littérature, évolution et cybernétique » aux presses de l'Université de Montréal. Pour celles et ceux qui voudraient avoir les références exactes, vous rendez sur le site histoireensérie.com pour avoir la référence précise où trouver cet ouvrage d'Hélène. Alors Hélène, aujourd'hui on va parler séries, on va parler ce qui est votre spécialité, la science-fiction, peut-être des figures du post-humain, même bien sûr. C'est quoi la série que vous avez décidé de voir avec nous aujourd'hui Hélène ? J'ai choisi Star Trek Next Generation, donc la nouvelle génération, qui est donc celle qui est parue à partir de la fin des années 80. Parce que je pense que pour une série de science-fiction, il y a énormément de représentations historiques assez intéressantes. Alors justement, avant de commencer peut-être sur le Next Generation, pourquoi pas voir le Old, si je puis dire ainsi, c'est-à-dire peut-être commencer par présenter la série, la première version, et puis vous concentrer peut-être ensuite sur ce qui a fait cette nouvelle génération qui est apparue à la fin des années 80. Oui, donc ce qu'on appelle la série originale maintenant, The Original Series, qui s'appelait évidemment pas comme ça à l'époque, est apparue dans les années 60, donc en 66, en pleine course à la Lune, en fait, en pleine guerre froide aussi, en pleine guerre du Vietnam, tout juste après l'assassinat de Kennedy et quelques années après qu'il ait annoncé la course à la Lune. Et donc, tout ça, ça l'a énormément influencé la série, de la manière qu'elle a été construite. En fait, on faisait très peu de séries de science-fiction à l'époque parce qu'on considérait que c'était beaucoup trop cher à produire. Et donc, quand Gene Roddenberry, donc le créateur de la série, qui était un policier, en fait, fasciné d'espace, a proposé cette série sous un très petit budget. Même pour l'époque, on a l'impression aujourd'hui que tout est en carton puis que c'est à cause de l'époque. Mais en fait, même pour l'époque, c'était très low budget, en fait. Donc, on a pris le pari qu'on pouvait créer une série de science-fiction et parler des enjeux de l'époque, d'imaginer un futur utopique. Donc, et de proposer cette série-là aux jeunes, surtout aux jeunes, mais qui est très rapidement devenue une série hyper populaire dans un très, très large public et qui a très mobilisé les fans de manière assez singulière, je pense, dans l'histoire de la science-fiction, oui, mais c'était déjà commencé, c'est-à-dire que les fans de science-fiction existaient déjà depuis les années 40, mais donc, ça l'a vraiment créé un mouvement de masse de fans qui ont suivi la série. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette série-là était vraiment ancrée dans son époque, dans l'histoire. Et donc, c'était une série radicalement contre la guerre du Vietnam, qui réfléchissait beaucoup à la guerre froide et donc qui était vraiment destinée à cette génération-là de baby boomers d'après-guerre. Donc, qui était dans une logique utopique, des idéologies collectivistes. Donc, tout ça apparaît énormément dans la série. Et donc, pour ceux qui n'ont pas trop suivi la série, c'est donc un équipage qui explore l'univers, donc à bord de l'USS Enterprise, un vaisseau spatial. Et puis donc, cet équipage-là vit dans, en gros, le 24e siècle, donc les années 2300, dans un monde où la Fédération, donc des planètes unies,
domine plus ou moins une grande partie de l'univers et qui est en guerre contre un autre empire, l'Empire Klingon, qui représente évidemment dans la série les Russes. Donc, puisqu'on est en pleine guerre froide malgré tout. Et donc, tout ça est très, très important à l'époque. Mais ce qui est aussi particulier, c'est la variété des membres de l'équipage. En particulier, ça va être la première fois qu'on va voir un baiser interracial à la télévision, donc une femme noire et le capitaine Kirk, donc la femme noire étant Uhura, qui est un personnage qui est devenu très important ensuite entre autres pour la communauté noire américaine. Mais aussi, on a dans l'équipage des Russes, des Japonais, donc on a tout un mélange comme ça, d'humains et de non-humains. Donc, est-ce qu'on a aussi, évidemment, Spock, le fameux Spock, parce qu'au centre de toute cette ensemble cast qu'on appelle, hein, donc cette série qui est basée sur de nombreux personnages, on a quand même un duo qui est très, très fort, qui est au centre de la série, qui est Kirk, le capitaine Kirk, et le lieutenant Spock, qui est un Vulcain, donc une race extraterrestre qui est très, très rationnel, qui essaie de repousser le plus possible les émotions. Et donc, on va avoir ce duo-là très, très différent, Kirk qui est très, très humain, au contraire, donc qui est très physique, très sensuel, très dans l'action, très émotif, alors que Spock, au contraire, va être beaucoup plus restreint dans ses émotions. Il va lutter contre sa partie humaine parce qu'il est quand même à moitié humain. Donc, c'est un peu cette série-là qui était pleine de couleurs, qui était vraiment dans les 60s à fond, qui a mené ensuite à une série, ça a duré seulement 3 ans, donc bizarrement, ça fait un énorme impact, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais ensuite, il y a eu une série animée, et puis les films ont commencé dès 79 jusqu'en 91, donc avec tous ces mêmes personnages-là qui sont devenus vraiment des personnages iconiques. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de faire une nouvelle série, donc de recréer une nouvelle génération avec un nouvel équipage qui va toujours être sur le même vaisseau spatial, l'Enterprise, une nouvelle version de l'Enterprise quand même. Donc, en 87, on voit donc apparaître une nouvelle génération qui est elle aussi créée par Gene Roddenberry, donc qui va être la dernière série d'ailleurs qu'il va créer. Mais qui va être très différente pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons historiques, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas au milieu de la guerre froide, elle apparaît à la toute fin de la guerre froide, donc en 87. Donc, le contexte a complètement changé. On est encore à l'époque Reagan, qui va beaucoup influencer aussi la série, la façon de représenter les enjeux sociopolitiques notamment. Puis c'est une version de Star Trek qui n'est plus destinée nécessairement aux baby boomers, mais plutôt aux membres de la génération X. Et ça va beaucoup paraître aussi. Donc, c'est une série qui est beaucoup moins utopique, même si elle l'est encore. Donc, quand je veux dire utopique, déjà, je n'ai peut-être pas précisé, mais dans la première série, c'est comme ça aussi, mais dans la seconde, en fait, dans tout l'univers de Star Trek, c'est comme ça. Dans le monde futuriste, la Terre est rendue unifiée. Il n'y a plus de pays véritablement, mais surtout, il n'y a plus aucun système capitaliste. Il y a une égalité des genres, il y a une égalité, il y a plus de problèmes raciaux. Donc, on a imaginé vraiment une utopie sur la Terre. Donc les problèmes qu'on va rencontrer, on va en rencontrer plein, mais ils vont être projetés plutôt sur les autres planètes qu'on va rencontrer, donc dans les races extraterrestres. Mais les humains auraient finalement réussi à régler les nombreux problèmes sociaux qu'on voit apparaître, qui sont évidents dans les années 60 et encore aujourd'hui. Et donc, les gens travaillent pas pour de l'argent, ils travaillent par passion. Et donc, on est une société basée sur l'excellence, sur le professionnalisme, sur la passion, sur toutes sortes de valeurs comme ça qui sont mises de l'avant dans la série originale et encore peut-être plus parce qu'ils ont beaucoup plus de temps pour mettre tout ce monde-là en place dans la nouvelle génération. Qui donc apparaît à cette époque-là. Et donc, les répercussions sur la série de ce contexte historique fin de guerre froide, Reagan, tout ça, c'est Reagan-Bush, en fait, parce que c'est la fin de Reagan. Et donc, contrairement à la première série, qui est vraiment en harmonie avec l'époque Kennedy, 60s, là, on va être vraiment en opposition, donc au Reaganisme, à la valorisation du travail individuel, l'efficacité. De ce côté-là, on est quand même dans notre époque, mais autrement, on va vraiment s'opposer à la vision du monde de Reagan, ça c'est certain.
Malgré tout, on est quand même dans un monde hyper régulé, ce qu'on va voir, je vais y revenir à quelques reprises. Donc, on est un monde où il y a des règles pour tout, notamment parce que les personnages principaux sont membres de ce qu'on pourrait appeler l'armée, même si c'est pas une armée offensive. Et donc, ils sont soumis à énormément de règles et c'est très, très, très valorisé de les suivre dès qu'on a un personnage qui déroge à ces règles-là, surtout si c'est pas pour des raisons altruistes, disons, ou très réfléchies en tout cas, il va être mis de côté très, très rapidement. Et donc, ça arrive assez souvent. Et donc, dans cet univers-là, l'argent, la religion en particulier, la religion énormément, mais aussi le divertissement, la culture populaire sont diabolisés assez largement, surtout les cultures populaires plus récentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien qui nous indique que tout ça existe encore. Et même que dans certains épisodes où on voit des personnages du 20e siècle se retrouver à cette époque-là, ils sont mystifiés, ils demandent à écouter la télé, puis on leur dit que ça n'existe plus. Donc, on est vraiment dans ce monde où on est revenu aussi à une efficacité qui, dans la culture, prend la forme plutôt d'une passion pour la musique classique, le théâtre. Donc, ce genre de divertissement plus 19e, en fait, plus début 20e et 19e. Mais donc, si dans la première série, on avait le duo Kirk et Spock, qui était vraiment au centre de tout, leur dynamique, leur amitié très, 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 très proche. Dans la deuxième série, donc dans la nouvelle génération, c'est Picard et Data. Donc, Picard étant le nouveau capitaine de l'Enterprise. Donc, il arrive littéralement dans le premier épisode sur le vaisseau. Et Picard, donc Jean-Luc Picard, est un capitaine très, très, très différent de Kirk. En fait, il a été créé comme ça. Il a été créé volontairement pour être l'envers de Kirk. Il est très, très posé. Il est très digne. Il aime bien l'action, mais il n'y va pas parce qu'il respecte les règles, parce que, en fait, les capitaines ne doivent pas aller en mission normalement pour être protégés. Et donc, il va respecter toujours les règles, mais il est très, très froid aussi. C'est quelqu'un qui est perçu comme étant très froid par les autres. Et puis lui-même, on sent assez rapidement qu'il a de la difficulté à gérer ses émotions, au sens, plutôt à les exprimer même. Dès le premier épisode, il va demander à son second de le protéger contre les enfants du vaisseau parce que en fait, c'est la première fois qu'il va diriger un vaisseau où des familles habitent et il est incapable de gérer les relations avec des enfants. Donc, on le voit que dès le début, il est très, très, très mécanique, même que moi je trouve qu'il ressemble énormément à Phileas Fogg en fait de Jules Verne, donc il y a vraiment ce côté-là très obsédé par le temps. D'ailleurs, c'est lui qui va marquer le temps constamment, et puis il va avoir à découvrir son humanité tout au long de la série. En fait, la série d'une certaine façon, c'est la découverte de sa propre humanité de Picard, surtout grâce à Data, donc qui va être lui justement la deuxième partie de ce duo qui est vraiment au centre de la série. Donc, Data est un androïde qui lui aussi est en quête d'humanité. Donc, d'une certaine façon, ils vont chercher ensemble cette humanité. Évidemment, Data part de plus loin parce que il est théoriquement incapable d'émotion et puis c'est un androïde qui est quand même encore assez peu humain au tout début de la série. Il doit encore apprendre le langage humain, le langage humain, c'est-à-dire plutôt les idiosyncrasies, donc la façon dont les humains manipulent le langage plutôt que l'utilisent simplement comme un langage mathématique. Donc, Data doit s'humaniser aussi. Donc, ce duo-là, Picard-Data, est véritablement au centre de la série. Et puis, Data est un prolongement de Spock, évidemment, qui était aussi le personnage très, très mécanique, très, très froid de la première série. Mais d'une certaine façon, il est son opposé parce que Spock essaie au contraire, de faire disparaître son côté humain pendant toute la série, alors que Data, c'est le contraire. Il essaie de le découvrir. Et d'ailleurs, la nouvelle version de Star Trek de Next Generation, qui est dans la série actuelle, Picard, remet aussi Picard et Data au centre des enjeux. Donc, on voit vraiment que c'est le fil narratif de la série. Évidemment, il y avait plein d'autres personnages sur le pont, mais c'est vrai que c'est surtout eux qui étaient importants.
deux personnages aussi qui sont très importants dans la série puis qui la placent de manière singulière en science-fiction en particulier. C'est les personnages de Guinan et de Geordi parce que oui, on avait déjà Uhura qui était un personnage noir dans la première série, qui était joué par une femme noire, d'ailleurs qui a été très importante parce qu'elle a beaucoup influencé les jeunes noirs américains, les jeunes afro-américains à s'imaginer dans le futur parce qu'un des problèmes de la science-fiction, ça a été longtemps que, en fait, tous les personnages étaient toujours blancs et donc on avait l'impression que en fait les Afro-Américains n'existeraient plus dans le futur tout simplement parce qu'ils n'y étaient pas représentés. Et c'est donc comme ça qu'est né l'afrofuturisme. Donc cette idée qu'il faut imaginer un avenir aussi qui inclut ou même parfois qui n'est que des Afro-Américains. Et donc les personnages de Guinan et Geordi sont très importants parce qu'ils sont centrales dans la série. Ils sont Geordi donc Geordi Laforge qui est donc l'ingénieur en chef donc du vaisseau, donc il a vraiment un rôle central et il y a énormément d'épisodes qui sont centrés sur lui, et joué en fait par Levar Burton, qui était à l'époque un acteur enfant, mais surtout qui était célèbre pour la mini-série Roots, qui avait joué 10 ans plus tôt, qui était la grande série qui a enseigné l'histoire de l'esclavage aux jeunes Américains, et donc il était déjà très associé à ce mouvement-là, à cette histoire-là. Et Guinan, qui est donc joué par Whoopi Goldberg, qui est un personnage vraiment fascinant, probablement un de mes préférés dans la série, qui devient le conseiller personnel presque de Picard, qui est en fait la barmaid, donc du bar du vaisseau, le 10 Forward. Et puis, Guinan est jouée par Whoopi Goldberg, qui elle-même était justement très célèbre à l'époque parce qu'elle venait de jouer dans The Color Purple 2 ans plus tôt, elle avait été en nomination aux Oscars pour ce rôle-là, qui est aussi un film qui aborde la question de la vie des Afro-Américains dans la suite de l'esclavage, donc comment ils vivaient au début du 20e siècle. Donc, ces deux personnages-là, donc ces deux acteurs-là étaient très importants, parmi les plus connus qui jouaient dans la série, en fait. Et puis Whoopi Goldberg elle-même a révélé avoir harcelé Gene Roddenberry parce qu'elle lui envoyait des lettres pour jouer dans la série. C'est elle qui y tenait, en fait. Parce qu'elle avait vu Uhura, jouée par Nichelle Nichols, quand elle était jeune. Puis c'est ce qui lui avait donné envie de devenir actrice. C'est ce qui lui avait donné l'espoir qu'il y avait de la place pour les femmes noires en télé, au cinéma, dans la culture, mais aussi dans le futur. Donc, c'est Whoopi Goldberg qui s'est imposée sur Star Trek Next Generation et ils ont créé le personnage un peu pour elle, en fait. Donc, ils l'ont créé un peu sur mesure et elle devient ce personnage qui va devenir l'incarnation de l'histoire dans la série d'une certaine façon, d'une manière vraiment intéressante parce que elle fait partie d'une race extraterrestre qui est très, très, très ancienne. Qui vit très longtemps et qui est très ancienne en tant que race, mais aussi que individuellement, ils vivent très, très longtemps. Et donc, on va voir que Guinan, par exemple, était déjà vivante au 19e siècle sur Terre. Donc, on sait qu'elle a au moins 300 ans. Elle paraissait pas si jeune non plus. Donc, on peut imaginer qu'elle en a beaucoup plus. Donc, elle a plusieurs centaines d'années. Et donc, elle a été témoin de l'histoire beaucoup parce que c'était quelqu'un de très curieuse, qui voulait vivre beaucoup d'expériences différentes, mais aussi qui a été expulsée, c'est-à-dire que sa culture a été attaquée par les Borg, sur lesquels on reviendra peut-être, mais donc par une race extraterrestre. Et donc, sa culture s'est retrouvée à être une culture un peu en exil un peu partout dans l'univers. Donc, les quelques membres de son espèce qui restent sont juste répartis dans l'univers et vivent comme ça. Et donc, elle va se retrouver sur le vaisseau et puis elle va rencontrer Picard et elle va devenir un genre de conseiller où il va toujours lui demander son avis. Une très bonne amie, en fait, probablement la seule amie qui n'est pas directement sa subordonnée sur le vaisseau. Et puis, elle va lui donner des conseils parce que justement, elle porte en elle l'histoire de la Fédération, l'histoire de l'humanité. Elle a vécu ces époques-là. Elle les a directement vécues, elle ne les a pas que vues dans des livres. Et donc, elle va être porteuse beaucoup de cette historicité-là de la série à plusieurs occasions. Donc, je vais y revenir je vais la mentionner probablement à quelques occasions aussi
dans la série. Donc, Star Trek Next Generation, mais en général. Donc, Star Trek, c'est fondamentalement des séries humanistes, universalistes, pacifistes et utopiques. Donc, il y a quelques bémols à ajouter à utopique dans les dernières versions, mais quand même, ça reste assez utopique. Ce qui est assez rare en science-fiction, soyons honnêtes, la plupart de la science-fiction est très souvent dystopique, surtout maintenant. Dans les années 60, c'était moins vrai. Mais ce qui est particulier peut-être un peu à Star Trek, c'est que c'est un humanisme qui est pas anthropocentrique. Donc, qui place pas forcément l'humain au centre comme étant supérieur, comme étant une race supérieure qui mérite d'être au centre. Il place plutôt l'humanisme au sens du respect donc, l'humanisme au sens vraiment très lumière du terme, hein, au sens vraiment très 19e, on peut s'élever grâce au savoir, grâce à la culture, grâce à la connaissance de l'histoire, justement, qui est donc érigé, donc ce principe-là est érigé en principe universel de respect des spécificités culturelles de toutes les espèces sentientes de l'univers. D'ailleurs, on va croiser souvent des espèces très, très étranges, donc un cristal tout simplement qui agit, puis on va se poser des questions éthiques sur ce genre d'espèces-là. Est-ce que ces espèces comment respecter les droits d'espèces qui sont si radicalement différentes de nous? Donc, ça, c'est des questions qui vont apparaître constamment dans la série. Donc, ils en viennent aussi, mais ça vient aussi avec une foi aveugle dans les principes de l'évolution par le progrès technique et scientifique et dans l'abandon progressif des croyances religieuses. Donc, c'est peut-être l'aspect un peu plus problématique de la série, sans aucun doute, en fait, qui est donc une obsession pour le progrès, une valorisation absolue du progrès donc, dans toutes circonstances. Donc, mais donc, en bonne série humaniste et positiviste, on peut imaginer que l'histoire joue quand même un grand rôle, même s'il s'agit d'une série de science-fiction futuriste. Donc, dans la version Next Generation, c'est encore plus ancré dans la culture classique qui est héritée des Lumières, parce que, notamment à cause du capitaine Picard, qui est passionné d'archéologie, d'histoire, de littérature, mais aussi de musique classique. Donc, la personnalité des capitaines dans Star Trek est souvent vraiment un très bon indicateur du ton de la série et des thèmes principaux qui vont être abordés. Donc, la culture populaire, donc le cinéma, tout ça a un peu disparu, comme je disais plus tôt. Il y aurait plusieurs façons d'aborder l'histoire dans la série. On pourrait s'arrêter aux épisodes en particulier qui l'abordent vraiment de manière centrale. J'en ai noté une vingtaine. En fait, j'ai réécouté la série dans cette optique-là parce que c'est pas forcément mon premier objet d'étude en général. Donc, je l'ai réécouté pour voir. Puis, j'avais toujours eu l'intuition qu'on en parlait. On parlait quand même beaucoup d'histoire dans Star Trek, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on en parlait plus que je pensais et peut-être de manière plus intéressante aussi. Donc, j'en ai noté une vingtaine d'épisodes sur les 178. Hein, ça peut paraître peu, mais il ne faut pas oublier que c'est une série qui se passe dans le futur quand même, au 24e siècle. Donc, on pourrait aborder l'histoire de manière plus théorique, donc voir c'est quoi les différentes modalités de représentation de l'histoire, ou analyser, ou voir plutôt ces épisodes-là en particulier. Je vous propose donc un mélange peut-être des deux, donc en m'arrêtant peut-être d'abord peut-être sur le pilote ou donc qui aborde déjà l'histoire de front. Effectivement, Hélène, ça serait très intéressant de commencer par le pilote en rappelant bien la chronologie, parce que c'est vrai que, vous l'avez dit dans l'introduction, Stargate a fait l'objet de nombreux reboots, dont le dernier en date, vous l'avez rappelé, hein, Star Trek Picard, est sorti en 2020 et disponible sur la plateforme d'Amazon Prime. Cet épisode-là, ce pilote, on va dire, de la série Next Generation, donc de la série parue à la fin des années 80, resituez-nous-le par rapport à la série originale. Oui, en fait, la série originale, on apprend rarement les dates réelles à laquelle ça se passe. On sait que ça se passe au 24e siècle parce qu'en fait, ils utilisent un système de datation qui est différent du nôtre. Donc, on parle de Stardate. La série, d'ailleurs, commence le Stardate 41153.7 et donc, ça va être un marqueur temporel comme ça qui va apparaître presque à tous les épisodes. Et donc, l'historicité de la série est vraiment très importante. En fait, sur le plan chronologique, la première série, donc,
est au début du 24e siècle. Et puis là, on est environ 80 ans plus tard, 95 ans plus tard. Donc, on est presque un siècle plus tard. D'ailleurs, dans le premier épisode, on voit un personnage de la première série, donc McCoy, qui est là puis qui a 137 ans dans la première série. Il est tout jeune. Donc, on peut imaginer que environ une centaine d'années a pu passer. Donc, et donc, on est encore sur le même vaisseau. Donc, il y a eu quelques versions de l'Enterprise, donc A, B, C, D, E. Et donc, on est un peu plus tard, donc ça continue la chronologie. Et puis, Picard va se passer encore quelques décennies plus tard. Et puis, maintenant, on a plusieurs séries, hein, ça a explosé, donc il y a plein de séries qui sont apparues. On a Discovery qui maintenant a fait un saut d'un 1000 ans dans le futur, donc on est vraiment à peu près à cette époque, donc quelques centaines d'années dans notre futur. Mais cette idée-là des Stardecks, je la trouve très intéressante parce que ça nous permet de montrer justement à quel point c'est pas on essaie de sortir de l'idée d'être centré sur la Terre. Donc, on tente d'essayer de trouver un système de datation qui va permettre de réfléchir à l'histoire de l'univers, à l'histoire du système, plutôt que de se baser toujours sur la Terre comme étant un espèce de point zéro. Donc, on a vraiment décentralisé ça. Avec aussi un personnage, vous allez me dire, qui apparaît là, c'est le personnage de Q, hein, Q qui est un trickster. Alors, Hélène, dites-nous en plus pourquoi cette sorte de dieu joue un rôle important dans la série. Oui, ben Q, en fait, c'est un personnage joué par John Delancey qui va apparaître, il n'était pas dans la première série, donc il va apparaître vraiment dans le premier épisode de la nouvelle génération. Et puis, il va ensuite réapparaître régulièrement au fil des autres séries, donc pas seulement dans Next Generation. Mais il est très important parce que il va apparaître magiquement sur le vaisseau. C'est une espèce de... En fait, il n'y a pas de nom, il s'appelle Q, mais il dit qu'il fait partie du continuum Q et que tout le monde dans le continuum Q se nomme Q, donc il n'y a pas de nom individuel. Et puis, il va donc apparaître un peu magiquement sur le vaisseau. Dans la tradition des tricksters comme Loki, dans la tradition nordique, mais aussi le coyote dans la tradition certaines cultures autochtones nord-américaines. Donc, ce personnage de trickster-là, selon Lévi-Strauss, qui est donc c'est un archétype universel, qui est une personnalité chaotique, asociale, individualiste, qui permet de mettre en lumière la civilisation, l'ordre, la communauté, donc par effet de repoussoir. Mais en fait, c'est exactement ce qu'il va faire dans la série, c'est qu'il va apparaître constamment sur le vaisseau, constamment à quelques occasions, disons. Et puis, il va mettre, en tout cas dans le premier épisode, il va mettre l'humanité à procès pour son histoire. Donc, il va littéralement, donc, il est tout puissant, il est omniscient, donc il est omnipotent. Q, donc, il peut faire absolument ce qu'il veut. Il peut voyager à toutes les époques, et dans le temps et dans l'espace, et amener avec lui le vaisseau complet. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va amener en fait une partie de l'équipage, Picard, et donc il va vouloir juger l'humanité. Et donc, il apparaît d'abord sur le vaisseau déguisant Christophe Colomb. Donc, ça, c'est le premier épisode, très, très tôt dans l'épisode. Donc, très tôt, on a un personnage d'extraterrestre qui apparaît sur le pont, déguisé en Christophe Colomb. Et donc, qui replace dès le début la série dans une histoire de l'exploration. Et donc, qui leur place dans l'histoire de l'humanité. Donc, on est bien clair qu'on est dans notre histoire, dans la continuité de notre histoire, donc dans le prolongement historique de notre monde à nous. On n'est pas dans un monde parallèle. Ensuite, on voit on établit tout de suite un lien entre la fédération qui essaie d'explorer l'univers et l'histoire des Européens et des explorations à la Renaissance. Donc, qui pose évidemment un paquet de questions éthiques, questions historiques. Donc, est-ce que l'exploration est forcément un synonyme de conquête? Puis, au fond, c'est la question à la base de la série. Et puis, c'est la question que Q va poser à l'équipage. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas en train de faire la même chose que les Européens ont fait au moment de la Renaissance?
Et puis, la réponse de la Fédération et de Picard, donc qui lui-même représente beaucoup ces règles, ça va être la directive première, en fait. C'est que oui, on peut explorer, on peut rencontrer d'autres peuples, mais seulement si on a atteint un niveau de technologie similaire au nôtre. Autrement dit, si le rapport de pouvoir n'est pas trop déséquilibré. Donc, selon la directive première, on a le droit d'entrer en contact avec d'autres peuples, mais seulement s'ils sont de niveau similaire au nôtre. Donc, c'est on doit se réfréner à essayer de justement civiliser des peuples comme c'est la grande leçon qu'on a retenue de l'histoire, c'est qu'il faut essayer d'arrêter de civiliser, de forcer notre conception de la civilisation sur les peuples. Il faut laisser cette civilisation-là émerger d'elle-même. Donc, c'est une étape qui est très, très importante dans la série. Ensuite, Q apparaît en officier de l'armée américaine, donc à l'époque de la guerre du Vietnam. Puis finalement, il va apparaître encore parce qu'il se transforme constamment comme un bon trickster. Et puis, il va apparaître finalement en espèce de juge avec des habits religieux rouges qui évoquent l'Inquisition, qui s'avère être en fait les habits d'un juge de 2079. Et donc, il va mettre Picard à procès. Picard et quelques-uns de ses collègues à procès, et puis il va lui demander de parler au nom de l'histoire humaine, et puis il accuse l'humanité de ne pas avoir vraiment évolué, en fait, d'être en retour constant à la barbarie, hein, ce que montre cet habit religieux-là de 2079. Donc, ça montre bien que dans l'histoire, il y a des retours, en fait. Donc, ce que ça montre, en fait, c'est que l'histoire s'arrête pas en 89 ou en 2020, donc elle continue dans Star Trek. On a imaginé quelle serait l'histoire entre nos deux époques. Mais au fond, ce que nous dit Star Trek, avec toutes ces étapes-là qui ne se sont pas si bien passées, c'est que l'avenir, oui, est peut-être utopique, est peut-être radieux, mais qu'on est loin d'être rendu, qu'il y a encore des énormes problèmes à venir. Et puis, Q, ce qui est assez intéressant avec son personnage, c'est que on a l'impression qu'il est toujours là pour... On pourrait imaginer que c'est à la tradition, la vraie tradition Trickster. En fait, ça n'est pas, c'en est un, mais c'en est pas un aussi. C'est-à-dire que oui, en tant que Trickster, il vient défaire l'ordre, il vient semer le chaos, mais il vient aussi toujours aider les humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va apparaître, il va semer le chaos, mais ça va toujours être pour amener les humains à réfléchir. Et puis, par exemple, il va les amener voir les Borg à l'autre bout de l'univers juste comme ça, comme un tour. Mais dans les faits, ça va les aider beaucoup parce que ça les aide à comprendre leur place dans l'univers. Parce que Q, on sait pas, on connaît pas du tout ses motivations. Il donne l'impression qu'il est là juste pour se divertir, mais dans les faits, il finit par donner toujours des indices, des trucs. Il juge les humains, mais un peu comme... donc, il y a certains spécialistes qui l'ont vu aussi comme un drill sergeant, donc un espèce de maître qui est en train d'entraîner l'humanité à atteindre un nouveau niveau d'évolution qui est celui d'explorer encore plus grand dans l'univers. Vous avez parlé, Hélène, de ce procès, effectivement, qui est un procédé très important, un procédé sériel ici très important dans Stargate Next Generation, parce que à travers ce procès, vous l'avez dit, hein, Q va juger l'humanité. Alors, revenez-y peut-être un peu plus en détail, en expliquant bien aux auditeurs en quoi c'est un fait très important de débuter d'ailleurs cette série par là. Oui, en fait, il y a plusieurs procès dans Star Trek. C'est assez intéressant, alors que c'est pas quelque chose qu'on voit très couramment en télévision, autrement que dans les séries policières. Mais c'est un procédé récurrent qui permet en fait de mettre en scène une réflexion philosophique sur un sujet fondamental. Donc, dans ce cas-là, est-ce que la civilisation humaine, sa barbarie ou non, mais à d'autres moments, c'est d'autres enjeux. Donc, mais ça permet d'aborder ces questions-là en ajoutant des enjeux narratifs pour les personnages, du suspense dans le récit, donc comment le procès va se terminer. Donc, la science-fiction est souvent un genre très, très fondé sur les idées, un genre très fondé, donc qui peut manquer des fois d'enjeux pour les personnages ou pour le récit. Et donc, c'est pour ça que des fois, on va ajouter de l'action, mais là, on va ajouter plutôt des procès. Donc, le procès est un procédé parfait puisqu'il inclut toutes les parties et les points de vue ensemble qui confrontent les uns aux autres, qui convoquent le passé, les règles morales communes et aboutit aussi à un résultat supposément impartial et rationnel. Donc, c'est l'idéal même de Star Trek. Donc,
tous, c'est des principes centraux au fond dans cet univers, puis qui sont tous des principes très chers à Picard aussi. Mais Q, en bon personnage de trickster, vient donc perturber l'équilibre qui permettrait de faire un vrai procès. Il juge quelques individus pour les actions de leur espèce entière dans toute son histoire, et il le fait en utilisant les règles légales de l'époque la plus noire de l'humanité, hein, les règles du tribunal populaire. Donc, il remet en scène un tribunal populaire où c'est le peuple qui juge, en fait, en criant, en s'indignant. Donc, Picard, il pense qu'il va s'en sortir par la raison et il respecte ces règles-là. Donc, pour lui, respecter les règles du tribunal lui permettrait de gagner, naturellement, puisqu'il ne se considère pas comme coupable, mais il se rend vite compte que ça n'a aucune chance de fonctionner. Il propose donc d'accepter le jugement de Q et lui propose de les tester en situation réelle de mission. Donc, son argument étant que l'humanité était bien barbare dans le passé, en effet, mais qu'elle a évolué et que lui et son équipage en sont la preuve vivante. C'est donc en prenant une décision humaniste à la fin de l'épisode, une décision empathique et réfléchie, malgré l'urgence de la situation. Donc, ils sont devant une planète et puis, disons que c'est assez complexe, là, mais la situation est pas comme il paraît. Et donc, Picard prouve l'évolution humaine en prenant la bonne décision à ce moment-là. Mais ce que cette fin-là signifie, et le fait que Q pourrait revenir à tout moment, c'est que la série entière devient un prolongement de ce test-là, au fond. La série Star Trek Next Generation devient une forme de test qui nous montre comment l'humanité pourrait avoir évolué, comment l'humanité pourrait avoir sorti de ce cycle de barbarie-là. Donc, à chaque décision morale difficile ou même déchirante, puis c'est la très grande majorité des épisodes, Picard et son équipage vont donc passer les 7 saisons suivantes à prouver leur supériorité morale, leur état avancé de civilisation, leur rationalité progressiste, doublée d'empathie, leur humanité, parce qu'ils vont quand même être capables de détourner les règles quand c'est nécessaire. Hélène, vous avez évoqué tout à l'heure avec nous un fait très intéressant, celui d'avoir regardé la série avec le regard de se dire est-ce que cette série peut montrer l'histoire ou peut parler de l'histoire. Et justement, là, vous nous avez dit que certains personnages, vous allez développer autour de ce fait-là, pouvaient même avoir un peu un ressenti d'historien, même si, on rappelle aux auditeurs, on est dans le futur et que l'histoire, la vision de l'histoire est quelque peu biaisée parce que, pour nous, elle n'est pas encore inventée. Oui, absolument. En fait, dans la série, il y a plusieurs façons de représenter l'histoire, puis je pense que les personnages d'historiens ou de ceux qu'on peut rapprocher d'historiens, en effet, sont une des très belles façons de comprendre comment la série parle de l'histoire. Il y a plusieurs façons de le faire, c'est-à-dire par les historiens. Il y a des personnages qui ont une fascination pour l'histoire, comme le capitaine Picard, qui est plutôt archéologue historien, donc qui s'intéresse plutôt aux artefacts qu'à l'historiographie, mais tout de même, son regard est clairement historique ou historien. Et donc, il est fasciné par ses leçons de l'histoire et puis on le voit assez facilement par ses obsessions personnelles parce que une des nouveautés dans la série Star Trek Next Generation par rapport aux précédentes, c'est l'invention de l'holodeck. L'holodeck, c'est holodeck, donc hologramme deck. C'est une façon de recréer un monde on pourrait dire virtuel aujourd'hui, on ne disait pas nécessairement comme ça à l'époque, grâce à des hologrammes, mais qui sont tangibles, des hologrammes que l'on peut toucher, avec lesquels on peut interagir. Donc, une forme de cyberespace, mais très, très physique, très tangible. Et puis, les personnages donc de la série, vont souvent visiter l'holodeck pour demander à l'ordinateur du vaisseau de recréer un monde dans lequel ils veulent vivre. Et puis, le capitaine, mais pas seulement, mais le capitaine en particulier se plaît beaucoup à y aller très souvent et va demander souvent de recréer par exemple le San Francisco des années 20 ou le Londres de Sherlock Holmes et donc ils vont souvent se retrouver à visiter ces lieux comme ça parce qu'il y a une fascination. Et puis quand justement c'est intéressant parce que le premier épisode où on voit l'holodeck justement c'est celui où le capitaine est un avide lecteur de romans noirs des années 20, donc les romans policiers, et puis il va donc demander à l'ordinateur de recréer ce monde dans lequel lui-même peut incarner le policier. Et puis, son premier réflexe, c'est d'amener avec eux sur l'holodeck l'historien du vaisseau, qui est spécialiste de l'histoire du 20e siècle.
donc, on voit qu'ils ont ils ont un réflexe quand même puis l'historien en question va se rendre avec eux et puis va constater et s'émerveiller devant la recréation parfaite, comme ça, de ce monde. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on a une recréation d'un monde figé qui vient de la littérature essentiellement. Mais dans d'autres épisodes, on a les historiens voyageurs temporels. Et là, je pense que ça apporte une dimension vraiment intéressante à Star Trek par rapport à ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a énormément de débats parmi les anthropologues, les ethnologues sur l'anthropologie participative ou non. Est-ce que les anthropologues devraient participer à la culture qu'ils étudient? Est-ce qu'ils devraient en faire partie même? Donc, certains anthropologues vont s'intégrer dans le milieu qu'ils étudient, alors que d'autres considèrent que non, il faut absolument avoir une distance critique vis-à-vis de notre objet d'étude. Or, les historiens n'ont jamais eu à se poser cette question-là, évidemment, puisque l'histoire, elle est écrite et puis qu'on vit dans une temporalité linéaire. Et donc, l'histoire est toujours un objet qu'on peut étudier à distance. Alors que dans Star Trek, les historiens voyagent dans le temps. Et donc, ça arrive à quelques occasions, deux en particulier, 2 épisodes de Next Generation, mais c'était déjà arrivé dans d'autres séries, où des historiens du futur apparaissent soudainement sur l'Enterprise et sont là pour soit influencer leur avenir qui est jugé qui est non souhaitable, et donc pour modifier le cours du temps, ou pour simplement observer des événements historiques. Et donc, ça mène à des très, très longues discussions sur l'éthique d'être témoin d'événements historiques catastrophiques en général. Est-ce que c'est éthique d'intervenir? Est-ce que c'est éthique de ne pas intervenir? Évidemment, on pourrait argumenter pour les deux, c'est-à-dire que c'est pas éthique d'intervenir dans l'histoire qui est déjà écrite. Donc, est-ce qu'on voudrait préserver l'histoire, préserver le déroulement temporel, le déroulement historique, ou est-ce que c'est éthique de ne pas sauver des vies alors qu'on a le savoir pour le faire? Donc, ces questions-là sont soulevées régulièrement. Parce qu'au fond, c'est une extension de la directive première qui est, au fond, si on peut pas intervenir dans des cultures qu'on juge moins évoluées, on peut pas intervenir non plus dans notre propre passé, qui est, au fond, une autre culture moins évoluée, tout simplement. Donc, ces questions-là sont assez complexes dans la série au point où, dans les nouvelles versions de Star Trek, on a même inventé une Prime Directive temporelle, puisque les voyages temporels deviennent de plus en plus communs. Et donc, le déroulement historique devient un enjeu de plus en plus important. Donc, alors qu'on utilise le temps, l'histoire, comme un outil de guerre, en fait. Donc, comme une façon de détruire son ennemi avant même qu'il soit né, par exemple. Donc, ces questions-là sont donc, il y a un épisode en particulier, Captain Matter of Time, qui est particulièrement intéressant, donc, dans la saison 5, qui questionne beaucoup ça, et puis que, en fait, l'épisode au complet, c'est des débats interminables parfois, mais quand même vraiment passionnant pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, entre le capitaine et ce fameux historien voyageur temporel. Et puis, quand on vous écoute, Hélène, on se rend compte véritablement que, lié à l'histoire, lié à ces rencontres entre les historiens et puis Picard, on voit poindre un sentiment justement très important par rapport au passé, c'est la nostalgie. Et cette nostalgie-là, c'est aussi un fait important dans Star Trek Next Generation. Oui, absolument. C'est une autre des façons de représenter le passé, puisque habituellement, la plupart des séries de science-fiction se projettent vers l'avenir, ça ne présente aucune forme de nostalgie de manière générale, à moins que ce soit des dystopies où on regrette un passé meilleur. Mais là, on est dans une utopie, donc ça peut être un peu surprenant. Mais donc, on voit à l'occasion des traces justement d'un regret d'une époque plus simple, plus authentique, comme la nostalgie fonctionne souvent. Donc, on regrette des choses qui n'ont jamais véritablement eu lieu, comme c'est généralement le cas, puisque aucune époque n'est simple ni particulièrement authentique, évidemment. Mais c'est une façon pour les personnages souvent de
de quitter leur époque, de se reprojeter dans une époque qu'ils idéalisent, mais aussi qui permet de créer une continuité, disons, historique de leur métier, c'est-à-dire l'exploration navale, l'exploration spatiale. Donc, une des formes que ça prend assez souvent, ça va être justement on va voir par exemple la forge, donc l'ingénieur du navire, recréer intégralement une maquette d'un vaisseau donc de bois du 19e siècle, d'un navire pour le donner en cadeau au capitaine du navire qui porte le même nom dans le futur. Donc, on voit, puis le Data, le personnage d'Android, justement s'étonne de ça. Et puis, il comprend pas, en fait, cet intérêt pour le passé qui serait ancré dans la matérialité, donc dans les objets. Et donc, c'est intéressant parce que cette distance-là entre Data et les autres personnages, donc Picard, La Forge, qui, eux, sont parfois nostalgiques, ça nous montre bien que c'est un trait particulièrement humain, donc qui justement distingue des androïdes qui peuvent avoir une conception historique, au sens où ils ont les données historiques et puis ils peuvent leur donner du sens. En les croisant, d'ailleurs, Data est généralement la source du récit historiographique. C'est vers lui qu'on se tourne pour demander qu'est-ce qui s'est passé à telle époque, comment on peut expliquer tel trait de tel peuple, parce qu'en fait, il est une immense base de données et puis il y a l'intelligence nécessaire pour faire des liens entre ces données-là. Et donc, il est souvent la source lui-même d'histoire, mais il n'y a aucune relation émotive à cette histoire-là. Et donc, dans Star Trek, la nostalgie, c'est cette relation émotive-là qui est intéressante. D'ailleurs, l'Enterprise lui-même, c'est le nom d'un porte-avions de la Deuxième Guerre mondiale. On voit parfois, donc, dans le film de Next Generation, donc le premier film qui met en scène l'équipage de Picard, on voit une cérémonie navale qui est sur l'holodeck, mais qui est sur un faux vaisseau pirate, donc en bois, donc une goélette comme ça, qui s'appelle Enterprise. Et donc, on fait des rituels qui se rapprochent des rituels des pirates. Donc, on voit qu'il y a un vrai intérêt pour une autre époque et puis qu'on établit un lien direct entre l'exploration spatiale et l'exploration navale. Et je pense que ça donne une atmosphère assez singulière à la série et en particulier à celle-ci, en fait. Donc, on voit aussi des traces de nostalgie parfois parce que malgré le fait qu'on valorise le progrès à tout prix. On voit certaines traces de nostalgie. Par exemple, dans un épisode où Picard se retrouve dans une bulle temporelle. C'est un épisode particulièrement intéressant. Donc, The Inner Light dans la saison 5, où il rencontre un satellite au centre donc une sonde en fait. Donc le vaisseau rencontre cette sonde et puis Picard est absorbé par cette sonde et puis il se retrouve magiquement sur une planète où tout le monde le prend pour quelqu'un d'autre. Et puis, il va vivre sur cette planète-là pendant des décennies, en fait. Il va vivre une vie complète, il va se marier, il va avoir des enfants, il va apprendre un nouveau métier. Puis c'est une vie simple, une vie d'agriculteur sur une planète peu technologique. Et puis, on voit que vraiment, il finit par se construire une vie vraiment heureuse. Puis, à la fin, on va se rendre compte qu'en fait, c'était une façon pour cette sonde venait d'une civilisation détruite complètement, qui n'existe plus. Et puis, c'était leur façon pour préserver leur histoire, c'était de créer une sonde et de faire vivre à quelqu'un leur existence. Donc, pour eux, c'est pas les données de leur existence, c'est pas les dates ou les événements de leur existence qui importaient de conserver, mais c'est l'expérience même de leur existence. Et donc, il y a une façon comme ça pour les personnages de se projeter dans d'autres formes de vie qui sont associées plutôt à leur passé. D'ailleurs, Picard lui-même vient d'une famille de viticulteurs, donc il vit sa famille vit encore sur un vignoble en France. Et puis, qu'il visite d'ailleurs à l'occasion dans la série. Donc, son frère est encore là-bas. Et puis, c'est des vignobles qui sont encore... donc, les procédés sont anciens, donc il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que c'est du vin comme on en fait aujourd'hui, ou même comme on en faisait il y a plusieurs décennies. Je pense qu'encore
c'est encore moins technologique que ce qu'on peut faire maintenant. Et donc, il y a un goût pour cette époque-là, mais c'est une tension toujours parce que Picard aussi veut toujours s'éloigner de cette vie-là. Donc, je pense que la nostalgie, ça reste une tension dans la série parce que ça reste que on veut se projeter vers une civilisation plus progressiste dans tous les cas. Et donc, il y a toujours la crainte que la nostalgie mène aussi à une régression. Autre thématique importante en regardant Star Trek Next Generation, bien sûr, c'est cette idée, comme on est dans un futur, c'est l'idée du progrès, de voir peut-être ce progrès, qu'il soit une utopie ou pas, en tout cas de voir comment les showrunners ont pu se projeter dans ces années 80 vers ce qui pourrait être notre futur dans les siècles à venir. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment que c'est le reflet d'une certaine époque. Oui, absolument. Je pense que cette foi aveugle dans le progrès est plus très commune aujourd'hui. En tout cas, pas dans cette forme-là, c'est certain. Mais ça reste que le progrès, c'est le centre même de la série, au sens où la relation que les humains, mais en fait pas les humains, que la fédération, parce qu'elle comprend beaucoup plus que les humains, entretiennent avec les autres peuples, elle est fondée essentiellement sur l'idée de progrès. Et ça, on le rencontre à tous les coins. Donc, l'idée, en fait, c'est que c'est une forte tension entre la tradition et le progrès, la tradition et la civilisation, en fait. On est vraiment dans une logique civilisationniste très, très classique, même peut-être même un peu dépassée déjà dans les années 80. Qui est en train de disparaître, en tout cas, ça c'est certain. Elle est parfois, non, en fait, elle est très, très rarement remise en cause, remise en question dans la série. Elle l'est sans doute beaucoup plus dans les séries plus récentes, hein, dans Picard ou dans Discovery, effectivement, mais à l'époque, on remet très peu en question cette idée-là, même qu'on le défend assez ardemment à certains moments dans la série. On a donc toujours une tension entre les civilisations qu'on rencontre qui sont généralement basées sur la croyance, donc le primitivisme est toujours lié à la religion, à la croyance, et la civilisation est toujours liée au rationalisme et puis donc à la technologie, au développement de la technologie et en particulier de la technologie de transport, ce qui est ça par ailleurs assez daté, puisque finalement c'est plutôt les communications qui se sont développées et beaucoup moins le transport comme on se l'imaginait. Et donc les humains ont fini par se développer beaucoup plus les communications et l'échange d'informations sur Terre, alors qu'on s'est plus ou moins arrêté, on a plus ou moins arrêté l'exploration spatiale. On continue à envoyer des sondes, mais comparé à ce qu'on imaginait dans Star Trek, c'est rien. Donc, je pense que cette tension-là entre les civilisations qui sont jugées moins avancées, parce qu'il y a vraiment cette idée-là dans la série. Et à mon avis, c'est probablement l'aspect le plus problématique de la série, c'est qu'il y a vraiment une foi aveugle dans le progrès rectiligne. Il y a des étapes dans l'évolution d'une société et on passe d'une époque de grande noirceur à une époque de grande lumière de manière inévitable, et c'est montré comme si tous les peuples passent par ces étapes-là, comme s'il n'y avait aucune autre façon possible d'évoluer, et que si on essaie de le faire trop rapidement, autrement dit, si on intervient dans une civilisation qui n'est pas encore aussi évoluée qu'eux, c'est catastrophique. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples qui nous sont montrés. Donc, on a des régressions, au contraire, qui sont spectaculaires. Dans l'épisode Watches the Watchers, qui est probable donc dans la saison 3, c'est probablement le moment où c'est le plus spectaculaire. Donc, ce sont des anthropologues qui étudient un peuple qui est un peu plus primitif, mais qui est très rationaliste, donc qui ressemble beaucoup aux Vulcains. Et puis, par un accident, leur présence est révélée, et puis soudainement, ce peuple-là qui était en train d'évoluer assez rapidement quand même, retourne à des croyances et les prennent pour des dieux. Et les convaincre qu'ils ne sont pas des dieux devient extrêmement difficile.
parce qu'il était tout simplement pas prêt à accepter la réalité de cette technologie-là. Donc, il y a ça qui est c'est comme inévitable le progrès dans Star Trek. Et effectivement, ça peut être assez problématique. Puis c'est au cœur même de l'idéologie Star Trek, ça c'est clair. Puis c'est probablement ce qui distingue le plus l'univers de Star Trek de l'univers d'un Star Wars, par exemple, qui est pas du tout dans cette logique-là. Donc, ouais, il y a plusieurs exemples dans la série qui vont dans ce sens-là, mais ça reste que c'est la directive première, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, qui est le plus, qui donne la structure à cette logique-là. Puis, pour terminer, à propos du progrès, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un épisode où on a des personnages, donc des êtres humains du 20e siècle, de notre époque, de l'époque de la diffusion, disons, qui sont cryogénisés et puis qui vont être réveillés sur le vaisseau de Picard. Et puis, ils vont juger beaucoup, en fait, dans certains des personnes vont vraiment juger la société dans laquelle ils sont, c'est-à-dire qu'ils vont dire vous faites pas mieux que ce qu'on faisait à la Renaissance, vous faites pas mieux que ce qu'on faisait aux grandes époques de la colonisation. Et puis, on sent que Picard s'en défend, puis pas seulement Picard, plusieurs personnages défendent leur époque, mais on sent que c'est là que les fissures commencent à apparaître. Donc, il y a quand même parfois certains contre-discours qui permettent de réfléchir un peu quand même à ces problématiques-là. Tout à l'heure, Hélène, vous avez évoqué avec nous une notion vraiment importante, celle du temps. Alors, j'aimerais qu'on y revienne parce qu'on voit deux notions du temps apparaître dans la série. Vous avez évoqué la notion de temps linéaire, effectivement, qui voit une certains progrès qui arrivent, qui se développent. Et puis, il y a une autre notion, je pense aussi importante, c'est celle du temps cyclique. Vous avez parlé de ces peuples qui, à un moment donné, évoluent, puis reviennent un petit peu en arrière, et puis redémarrent comme ça. Donc, comme on le voit sur ce qu'on appelle aussi en histoire le temps long, ça c'est quelque chose de très très intéressant, c'est toutes ces notions du temps dans Star Trek. Oui, absolument. Le temps est au départ plus ou moins linéaire, effectivement, à la série, étant donné qu'on est dans une civilisation plutôt occidentale. Mais à certains moments, oui, on voit des cycles, évidemment, mais il y a aussi, par exemple, le voyage temporel qui fait que la cyclicité apparaît de manière assez intéressante. Le meilleur épisode qui traite du temps, et de loin, c'est Time's Arrow, qui est probablement un des meilleurs épisodes de la série. En fait, il y a 2 épisodes qui est sur... donc, on voit l'équipage se retrouve à l'époque à San Francisco à la fin du 19e siècle. Et puis, le personnage de Data, qui est donc l'androïde théoriquement immortel, un peu comme Guinan. En fait, les 2 personnages de Data et Guinan représentent le temps cyclique, paradoxalement, dans Star Trek, ou en tout cas, ils représentent la possibilité de la ligne à travers les cycles, peut-être. C'est-à-dire que leur immortalité virtuelle, en tout cas, leur permet de vivre à travers ces cycles-là. Et puis, Data va se retrouver dans le passé en premier, et puis il va, dans un accident, perdre sa tête. Et on va retrouver sa tête, en fait, des siècles plus tard, dans une mine à San Francisco. Et il va falloir vivre les 2 épisodes complets, donc l'équipage au complet qui se retrouve à San Francisco, qui veut comprendre ce qui s'est passé, et qui vont finir par rattraper l'histoire. Et la tête de Data va donc être éventuellement rattachée à son corps 3 siècles plus tard. Donc, sa tête et son corps auront 3 siècles de différence en termes de temporalité. Et puis ça, c'est une forme de cyclicité qui va apparaître assez régulièrement dans Star Trek. Guinan, c'est la même chose. En fait, Guinan, la première fois qu'on la voit apparaître sur le vaisseau, elle dit d'emblée qu'elle connaît Picard depuis... On comprend en fait qu'elle connaît Picard depuis longtemps, mais Picard ne la connaît pas. On comprend finalement dans cet épisode qu'en fait, Guinan a rencontré le Picard plus vieux, qui a voyagé dans le temps et qui l'a rencontré à San Francisco. Donc, dans cet épisode-là, Guinan, elle, est beaucoup plus jeune et puis Picard est plus vieux. Et donc, c'est là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Et donc, on commence à comprendre ces interactions-là qui permettent
de réfléchir les relations, la temporalité, non plus d'une manière rectiligne, parce que les personnages sont pas au même point de l'histoire. Ça évoque un peu les aventures de Doctor Who, évidemment, qui étaient déjà très, très populaires à l'époque. Mais il y a d'autres épisodes aussi, justement, où on voit que les peuples avancent, reculent. Et donc, le temps est linéaire, mais pas pour tout le monde, et pas de la même façon, ça c'est certain. Puis c'est intéressant que ça se passe, évidemment c'est dans l'espace, et donc autant le voyage temporel peut sembler simplement un artifice de la science-fiction, autant dans la série, et puis il apparaît plutôt comme une forme c'est-à-dire qu'on n'est plus à voyager dans l'espace, on est à voyager dans l'espace-temps, on est dans un monde post-Einstein, et donc le temps lui-même devient relatif. Donc, il y a une espèce de mélange entre cette volonté-là de l'histoire linéaire, classique, équité des Lumières, et cette espèce de temporalité-là qui est beaucoup plus, qui est très différente en fait, qui dépend de la perspective, qui dépend de la courbure de l'espace, qui dépend du voyage. Et donc, voyager dans l'espace, c'est aussi voyager dans le temps. Et c'est ce qu'on voit, en fait, dans la série. C'est que autant eux, ils avancent vers leur avenir, autant ils rencontrent des peuples qui sont moins avancés et qui ressemblent en tout point aux peuples de la Terre d'avant. Donc, voyager dans l'espace, c'est aussi voyager dans le temps, c'est de rencontrer notre propre passé. Il y a dans une autre série, donc dans Voyager, on se retrouve à l'autre bout de la galaxie, il va falloir revenir et puis on en a pour des décennies. Donc, cette idée-là de l'espace comme étant du temps, c'est une idée qui est, oui, qui relève de la théorie de la relativité, mais qui était déjà d'une certaine façon en germe dans l'idéologie du progrès par exemple, je disais au début que Picard ressemblait à Phileas Fogg, en fait, ça ressemble aussi autour du monde en 80 jours, c'est-à-dire que plus les les trains se développaient au 19e siècle, plus la Terre a réduit en termes de... Donc, en gros, notre perception de l'espace est basée sur le temps que ça nous prend pour la parcourir l'espace. Et donc, c'est un peu la même chose dans Star Trek, c'est-à-dire que parcourir l'espace, c'est aussi parcourir le temps vers l'avenir, mais aussi vers le passé. Et justement, ces voyages temporels, j'allais dire, nous donnent à voir dans la série quelque chose de très intéressant, ce sont les analogies. C'est-à-dire que dans plusieurs épisodes, véritablement, on peut voir des peuples à différents niveaux du coup de leur évolution. Et cette présentation-là, c'est quand même assez intéressant parce que justement, je veux dire, sans être bien sûr pédagogique, mais ça permet d'avoir quelque part un résumé sur le long terme de l'évolution d'un En peuple. fait, ce l'est parfois pédagogique. Il y a certains épisodes qui sont beaucoup plus maladroits que d'autres. Il y en a qui sont très réussis par analogie. Pour mentionner peut-être les plus maladroits, d'abord, il y a Code of Honor qui est souvent cité comme... En fait, il y a un livre complet qui tente de démontrer que Star Trek est une série raciste basée sur cet épisode-là en particulier. On pourrait en débattre. C'est-à-dire que c'est une série certainement qui représente de manière très négative certains peuples actuellement sur Terre, donc en particulier en Afrique. Là, donc, Code of Honor, c'est vraiment, par analogie, on nous montre une planète où visuellement, on est tout à fait en Afrique. Donc, il y a plein de traits, ça c'est une évidence. Là. Et puis, on condamne complètement cette civilisation-là qui serait vraiment rétrograde, notamment avec le droit des femmes. Donc, une société très, très misogyne, très, très basée sur la violence. Et donc, oui, il y a des épisodes comme ça qui sont plus problématiques, qui sont beaucoup moins bons, soyons honnêtes, mais ça, c'est au tout début de la série, de toute façon. C'est la saison 1 qui avait pas encore nécessairement trouvé non plus sa place. Mais il y a des épisodes complets où on est vraiment plutôt dans la logique anthropologique, colonisation, où on va vraiment explorer les différentes étapes. Donc, vraiment, on voit des peuples qui sont à l'étape plutôt de l'agriculture, qui sont plutôt à l'étape de découvrir l'astronomie. Donc, il y a beaucoup d'épisodes de ce genre-là.
Il y a il y a beaucoup d'épisodes aussi qui vont questionner les problèmes à l'écologie. Donc, on rencontre des peuples qui ont détruit leur planète, qui ont détruit leur écosystème. Donc là, on est à la fois dans l'histoire, mais aussi dans la prospective. Il y a 2 épisodes qui se questionnent sur la dénatalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de moins en moins d'enfants et donc le stock génétique s'appauvrit. Donc là, il y a quand même 2 épisodes qui abordent ça. Évidemment, c'est des enjeux qui étaient très populaire, en tout cas très, très d'actualité dans les années 80, 90, au moment où la série sort. Mais l'épisode qui est sans doute de loin le plus intéressant, d'ailleurs, moi, c'est mon épisode préféré de Star Trek, c'est The Measure of Man, donc dans la saison 2, l'épisode 9, qui est basé comme sur un procès, comme je disais au début, il y en a plusieurs dans Star Trek. Au tout début de l'épisode, en fait, Data, il y a un cybernéticien qui arrive à bord et puis qui demande à démonter Data. Donc, qui demande à récupérer Data et à le démonter pour comprendre comment il fonctionne. Parce que Data, c'est un androïde, mais il a été créé par une espèce de savant fou, Noonien Song, et dont personne connaît le secret de la création de Data. Donc, un cerveau positronique, personne ne sait comment il a été créé et personne n'est capable de reproduire surtout. Et donc, il est le seul androïde de ce monde-là, en fait, ou en tout cas de son genre. Et puis, donc, il va s'opposer, Data va dire non, je veux pas qu'on me déconstruise parce que j'ai pas confiance en ce cybernéticien-là, je pense qu'il va pas réussir à garder mon essence, donc lui-même se considère comme son histoire personnelle, donc ses souvenirs personnels, sa façon dont il a vécu ces années, pour lui, c'est son identité, et donc il veut préserver ça. Mais le cybernéticien en question va lui dire oui, mais tu appartiens à la fédération, on t'a trouvé, tu es un objet, donc tu nous appartiens et on peut faire ce qu'on veut avec toi. Et donc, l'épisode va être un procès, parce que Data, évidemment, refuse, et le capitaine Picard décide de le défendre, lui et tout l'équipage d'ailleurs, tout le monde est derrière Data, qui a beaucoup d'amis à bord, en fait. Et donc, Picard va décider de le défendre et il va être son avocat. Et ça va être un procès devant une amirale. Et puis, un autre membre de l'équipage va être obligé de prendre le parti contre Data parce que c'est selon les règles d'un procès comme ça au milieu de l'espace où il n'y a pas de cours disponible. Et donc, ce procès-là va refaire, au fond, le procès est-ce que l'androïde a une âme, en gros. Ils veulent savoir s'il est sentient et donc s'il devrait avoir des droits. Mais on refait en fait l'argumentation qu'on avait au moment de la colonisation. Est-ce que les Autochtones ont une âme? Donc, c'est une vraie question qui se posait beaucoup au début de la colonisation. Donc, s'ils ont une âme, est-ce qu'on devrait les baptiser, par exemple? Donc, c'est quelque chose qui se posait beaucoup. Mais aussi, il y a des liens clairs à faire avec l'époque de l'esclavagisme, des liens qui sont d'ailleurs explicites dans la série, puisque Picard est un peu, à un moment au milieu de l'histoire, Picard est un peu démoralisé parce qu'il est en train de perdre le procès, parce qu'on est en train de démontrer que Data, effectivement, est une machine, au fond, et donc il ne devrait pas nécessairement avoir des droits humains. Donc, il commence à être un peu à court d'arguments et il va consulter Guinan. Et Guinan lui rappelle, en fait, avec sa subtilité légendaire, donc en le laissant découvrir, en le laissant donc dans une espèce de dialogue un peu socratique où il va le laisser, elle va le laisser découvrir lui-même qu'au fond, ce qu'il est en train de faire, c'est défendre une nouvelle race d'un futur esclavagisme. Donc, elle lui rappelle qu'au fond, ce qui est en train de se jouer, c'est l'histoire de l'esclavage sur Terre. C'est si on donne pas les droits à une nouvelle forme vivante, qu'on la considère comme un objet alors qu'elle est consciente, qu'elle est sentiente, ben, ça ne peut qu'aboutir à la création d'une nouvelle race d'androïdes qui auront pas des droits à cause de ce procès-là. Donc, on voit vraiment que Guinan est la gardienne de l'histoire et des leçons de l'histoire, puis que la forme du procès permet de rejouer des enjeux vraiment important dans l'histoire de l'humanisme, dans l'histoire de l'humanité en général aussi, c'est-à-dire que comment les peuples se voient entre eux, qui est admis dans notre communauté morale, qui ne l'est pas. Donc, les analogies dans la série permettent beaucoup ça et permettent... En fait, pour moi, les analogies, c'est à la base même de la science-fiction en général, ou même, on pourrait dire, de tous les genres de l'imaginaire. C'est-à-dire que la science-fiction permet une distance critique vis-à-vis des enjeux
des enjeux éthiques, des enjeux politiques, qui sont difficiles à aborder autrement, qui sont difficiles à aborder de manière réaliste, parce qu'on est trop proche du problème, parce qu'on se braque, parce on se retourne dans nos positions naturelles, alors que la science-fiction nous permet d'avoir une vraie distance, une distance temporelle, une distance physique, une distance esthétique parfois. Donc, nous donne cette distance-là qui nous permet d'aborder des questions sans disons, en s'éloignant pour une fois des détails de l'histoire humaine. C'est-à-dire, ça nous permet de réfléchir à ces questions de manière beaucoup plus large, pour peut-être y revenir après, mais ça permet ça. Puis pour moi, c'est la grande qualité de la science-fiction. Dernière thématique qui apparaît quand on regarde Star Trek, et plus précisément Star Trek Next Generation qu'on évoque depuis un petit moment ensemble, Hélène, c'est la notion d'anachronisme. On est toujours dans cette notion du temps. Et c'est vrai que quand on le voit, on voit que c'est un parti pris vraiment assumé par les créateurs de la série, puisque dans plusieurs épisodes, on voit bien des éléments de différentes périodes qui sont présentes en même temps. Oui, c'est ça. Effectivement, pour moi, l'anachronisme, je voulais en parler en dernier parce que pour moi, c'est l'élément le plus important, en fait. Les autres le sont, mais ils sont peut-être de manière un peu plus évidente et puis sourde, mais l'anachronisme, pour moi, est un outil, en fait. C'est pas une erreur, contrairement à on associe souvent l'anachronisme à une erreur de temporalité. Donc, on va accuser quelque chose d'être anachronique. Hein. Un récit, par exemple, un roman historique, on va dire tel élément est anachronique parce que ça n'aurait pas pu se passer comme ça à cette époque-là, cet élément-là vient d'une autre époque. Or, dans Star Trek, c'est un procédé, l'anachronisme. C'est vraiment une façon de rapprocher des éléments de deux époques différentes dans la même image, dans le même récit. Et de les faire dialoguer. Donc, pour moi, la série va toujours utiliser comme ça ce mode de l'anachronisme qui va être assez radical en général, donc qui va être vraiment visible. C'est-à-dire que c'est pas des anachronismes légers, comme justement c'est pas des périodes historiques similaires qu'on comprend mal et donc à cause de ça, avec la distance, on oublie les différences. Au contraire, ça va être on peut parler de coprésence, donc la mise ensemble d'éléments de deux époques vraiment éloignées. Puis souvent, ça va être fait de manière très ludique, donc c'est pour s'amuser aussi, mais aussi parfois pour marquer l'écart ou même parfois pour remarquer des ressemblances afin de montrer que certaines choses ne changent pas au fond. On parle de progrès depuis tantôt, de supposée évolution, tout ça, mais la série montre aussi beaucoup, grâce aux anachronismes, qu'il y a des choses qui ne changent jamais. Les situations de pouvoir, donc l'intelligence, les relations émotionnelles. Donc, toutes ces choses-là, au fond, elles ne changent pas vraiment. Et puis, le fait de mettre deux éléments anachroniques ensemble permet de montrer ça. Donc, les anachronismes arrivent pour plusieurs raisons dans la série, donc sont justifiés de plusieurs manières dans la narration. Donc, la première étant Q, dont j'ai parlé tantôt. Donc, dès le premier épisode, on a donc un personnage Q qui débarque et qui est habillé justement d'habits soit de Christophe Colomb, soit du 20e siècle. Et donc, on le voit apparaître magiquement sur le pont d'un navire, donc d'un vaisseau spatial plutôt, du 24e siècle. Et donc, là, on est dans un anachronisme qui est plutôt esthétique et qui permet tout de suite de créer une réflexion, de déclencher une réflexion sur « Ah oui, c'est vrai, on est dans une logique d'exploration spatiale qui est pas si différente de l'histoire de l'humanité. » Donc, ça replace ces choses-là. Donc, ça les replace dans une histoire, puis ça permet de déclencher cette réflexion-là qui va d'ailleurs dans tout l'épisode. Puis, au début, on a Q comme ça qui est déguisé, qui se projette sur le vaisseau spatial, mais plus loin dans l'épisode, on va avoir plusieurs membres de l'équipage qui sont projetés, eux, dans une cour donc du 21e siècle. Donc, on est toujours comme ça dans l'espèce de délocalisation d'éléments très, très ciblés, donc de personnages ou d'objets qui vont être placés dans un contexte qui n'est pas du tout le leur et dont la différence temporelle, historique va être vraiment remarquable. Donc, après Q, on a l'holodeck dont j'ai déjà parlé aussi, qui permet des recréations historiques. Et dans ce cas-là, c'est assez intéressant parce qu'on a
souvent, parfois les personnages, parfois les membres de l'équipage vont se costumer pour se fondre dans la recréation historique. Donc, ils vont s'habiller avec des habits du début du 20e siècle ou du 19e siècle pour passer inaperçus, mais parfois, ils vont aussi débarquer avec leur costume du 24e siècle. Donc, ils vont être en uniforme, par exemple. Ils vont avoir des objets futuristes et donc on a une espèce d'impression de contamination dans ce cas-là. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'incursion qui contamine l'effet de réel, puis qui le brise. Et donc, c'est ça qui déclenche soit l'histoire, soit la réflexion. Donc, dans l'épisode d'Holodeck qui est le plus, peut-être le plus connu et le plus spectaculaire, c'est celui sur Sherlock Holmes, où le personnage en fait, Data est fasciné par les romans de Sherlock Holmes et puis il va vouloir programmer l'ordinateur pour qu'il invente une énigme à sa hauteur. Donc, une énigme, il veut que l'ordinateur programme un opposant qui soit à sa hauteur, qui soit difficile à vaincre pour lui, parce que sinon, c'est trop facile, c'est-à-dire qu'il est capable de résoudre tous les crimes. Et donc, l'ordinateur va programmer Moriarty, donc l'ennemi juré de Sherlock Holmes, pour être au moins aussi intelligent que Data. Mais le problème, c'est que le résultat, c'est que Moriarty va comprendre qu'il est sur un vaisseau spatial et il va vouloir en sortir. Et donc, il va se mettre à contaminer lui-même le monde du vaisseau. Il va prendre le contrôle du vaisseau et donc, il y a une espèce d'interconnexion toujours. Donc, les membres du vaisseau vont vivre dans cet univers-là et puis vont toujours être en train de remarquer les différences culturelles, les différences temporelles, mais inversement, ce monde-là contamine leur société aussi. Et donc, on voit que l'histoire, grâce à l'anachronisme, est très, très poreux. Ensuite, on a le voyage dans le temps, évidemment, dont j'ai parlé. Donc, quand on va au 19e, évidemment, Data est assez visible parce que la peau de Data est dorée. Et donc, il est assez visible, disons. Disons que son anachronisme est très, très, très visible. Et puis, pour réussir à communiquer avec le futur ou retourner dans le futur, il va être obligé de recréer une machine et donc avec des objets de l'époque. Et donc, la distance temporelle et technologique à ce moment-là est intéressante parce que Data, pour passer inaperçu, la première personne qui le voit, alors qu'il est en uniforme, pense qu'il est français parce que pour les Américains des années 80, il n'y a rien de plus exotique qu'un Français apparemment. Et donc, il va se faire passer pour un Français. Donc, parce qu'il est habillé différemment, parce que ça reste que c'est le plus proche et le plus loin qu'ils sont capables d'imaginer à San Francisco. Donc cette distance-là, donc l'anachronisme devient aussi une forme de simple distance culturelle ou donc est tout, constamment amoindrie par ces éléments-là. Puis la dernière forme d'anachronisme, c'est celle dont je parlais aussi, les rencontres avec les peuples primitifs. Donc, on a constamment des personnages de la Fédération qui se retrouvent parmi des sociétés plus primitives et donc qui sont généralement, ils ont des habits qui sont faits de matière naturelle, par exemple. Et donc là, soudainement, on va avoir des personnages de la Fédération qui arrivent là. Et puis évidemment, ça provoque des réactions, des réflexions sur le rapport à la colonisation, sur le rapport entre les peuples aujourd'hui. Et donc, les plus évidentes, les plus spectaculaires, donc, ou même les plus ludiques, les plus ludiques, mais de manière générale, c'est ce principe-là d'anachronisme, ça reste que c'est la Prime Directive, la directive première qui est au centre de cette logique-là, c'est-à-dire qu'elle veut empêcher les anachronismes, au fond. C'est une règle qui veut essayer d'amoindrir le plus possible ces distances temporelles-là entre différents éléments. Et puis, ça montre bien que ça fonctionne pas forcément très bien toujours. Donc, ces contacts-là anachroniques, donc, qui sont comme, dans le fond, des points de rencontre. C'est ce que je trouve intéressant, en fait, sur le point anthropologique, dans ces rencontres-là entre les peuples plus ou moins, ce qu'on pourrait dire primitif. C'est sûr que même le mot primitif est assez problématique, mais il est peut-être pas dit de cette façon-là, mais c'est certainement le parti pris de la série. Mais c'est les contacts anachroniques, comme
une forme de point de rencontre, une convergence entre deux époques qui est particulièrement intéressant et puis qui apparaît comme une forme d'interface, en fait. Une forme d'interface entre deux mondes, entre deux époques et qui permet de relativiser aussi les points de vue. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que la fédération a tendance à se penser toujours supérieure, mais évidemment, dans les épisodes, on finit par apprendre des choses, on finit par évoluer au contact avec ces contacts anachroniques-là. On finit par comprendre des choses qu'on n'avait pas comprises sur notre époque. Et en fait, dans un épisode en particulier, on voit que quand la directive première est brisée, donc qu'on a un contact par erreur de la fédération avec une société moins évoluée, ben en fait, c'est le mensonge en fait qui fait que c'est le fait qu'on a essayé de faire de pas provoquer cette rencontre-là, qu'on a caché notre propre existence à ces peuples-là, qui est montré comme hautement problématique. Donc, à cause de ça, la confiance est plus possible et puis c'est plus possible d'évoluer ensemble. Donc, les contacts anachroniques comme ça, ils ont toujours à la fois la possibilité d'un apprentissage, d'une rencontre, mais aussi en germe la possibilité d'un conflit irréductible. Parce que quand la distance est trop grande, quand l'anachronisme est trop grand, ben c'est pas possible non plus de le réduire. Donc, c'est une altérité qui est trop radicale. D'ailleurs, l'altérité dans Star Trek est particulièrement bien traitée plus que dans la plupart des séries de science-fiction, c'est-à-dire que on va rencontrer des espèces qui sont, oui, il y en a beaucoup qui vont ressembler à nos ancêtres, mais il y en a beaucoup qui n'y ressemblent pas du tout non plus, c'est-à-dire qu'ils vont aller très loin dans cette réflexion-là. Donc, on va rencontrer des espèces qui sont faites de nanoparticules, des espèces qui sont que des cristaux. On va rencontrer des espèces qu'on peut pas juger ou même qui vivent dans une quatrième dimension. Donc, des espèces qu'on peut pas juger selon nos propres critères historiques. Et donc, c'est ces contacts-là qui permettent d'y réfléchir. Pour ce qui est des épisodes du holodeck, c'est sûr on aurait pu imaginer qu'il y aurait eu une vraie exploration de l'histoire. Mais en fait, on est du côté plutôt du littéraire, en fait. Il n'y a jamais de vraie prétention historique. C'est-à-dire que les représentations de l'histoire dans Star Trek sont rarement autrement que littéraires. C'est-à-dire que le monde qui est dépeint, c'est celui du Londres de Sherlock Holmes. Ce n'est pas le vrai Londres. Et le San Francisco, c'est celui de Dixon Hill, donc de roman policier. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet de réfléchir aussi sur la façon dont la fiction peut représenter l'histoire de manière plus générale. Donc, quand la fiction représente l'histoire, c'est une autre fiction de l'histoire. Donc, on sort pas non plus de cette logique-là. Et puis, ça le met en évidence comme ça. Donc, ça nous montre que le holodeck, c'est pas non plus c'est pas un endroit où recréer l'histoire de manière fiable et pour l'étudier. Quoique il n'y a rien qui l'empêche, mais c'est pas ce qu'on nous montre. Ce qu'on nous montre, c'est on veut revisiter la façon dont la fiction s'est représentée l'histoire. Dans la fiction, donc ça permet d'entrer dans des questions d'atmosphère, de contexte, de stéréotypes, plutôt que des questions d'exactitude historique. Donc, ça leur permet de réfléchir sur une autre époque, mais avec aussi cette distance-là que nous, on a par rapport à leur monde. Donc, le résultat, c'est que le lien à l'histoire est surtout émotionnel. Donc, il va être lié aux souvenirs de lecture d'enfance, par exemple. Donc, on ne veut pas recréer nécessairement de manière froide une autre époque qu'on n'a pas connue. On veut recréer un roman qu'on a lu dans l'enfance et puis qui nous a fascinés. Et donc, c'est cette version-là de l'histoire qui est importante. D'ailleurs, Picard, qui est donc archéologue amateur, va justement vouloir essayer d'imaginer le passé à partir d'objets et non pas à partir de récits historiographiques, par exemple. Il y en a quelques-uns des récits historiographiques dans la série, mais il y en a peu, il y en a vraiment très peu. Et puis parfois aussi, l'anachronisme peut servir d'argument rhétorique, en fait, donc d'expérience de pensée.
Donc, l'anachronisme permet de dire, par exemple, quand ils sont devant un peuple avec lequel ils veulent plus ou moins... oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans Who Watches the Watchers, ils sont devant un peuple qui a compris leur existence, donc qui pense qu'ils sont des dieux. Parce que l'anachronisme est trop grand. Et puis pour les convaincre, Picard va être obligé de leur expliquer que leur propre peuple vient du même endroit qu'eux, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'anachronisme pour les convaincre de leur humanité, ou en tout cas de leur similitude. Donc, il va essayer de réduire cet anachronisme-là en se projetant lui-même dans le passé. Donc, lui, ils sont dans le futur, ils sont face à un peuple qui ressemble à notre passé, et donc, il leur dit, on était comme vous. On a juste avancé, on a juste continué à évoluer. Si vous continuez à travailler, vous allez arriver au même endroit que nous. Donc, l'histoire devient une façon de tenter de réduire cette distance temporelle-là que l'anachronisme force. Ça fonctionne plus ou moins. Donc, au début, on pense qu'ils ont été convaincus, Picard pense qu'il a réussi à convaincre son interlocuteur, mais finalement, c'est pas le cas. Finalement, ils sont quand même frustrés quand on leur demande pourquoi vous n'avez pas pu sauver tel de nos concitoyens. Donc, ils sont incapables d'accepter qu'il y a des limites à la puissance des gens de la Fédération. Et donc, c'est intéressant parce que j'ai lu un article récemment sur Q, justement, en quoi Q a cette fonction-là dans l'histoire aussi, c'est de nous rappeler que les gens dans Star Trek ne sont pas des dieux, il y a des limites à leur capacité. Donc, en fait, Q est là pour leur rappeler à eux qu'ils ne sont pas des dieux. Q est là pour les ramener à la réalité de la petitesse de leur existence, disons, pour les ramener à notre niveau, pour leur dire peut-être que votre technologie est beaucoup plus avancée, mais vous êtes quand même, il y a quand même des limites à vos pouvoirs, à votre technologie, et il y en aura toujours. Et puis, vous allez toujours vous confronter à des puissances qui sont beaucoup plus grandes que la vôtre. Puis ça replace comme ça la Fédération dans une histoire de l'évolution des technologies. C'est-à-dire que oui, c'est le futur, mais c'est juste une étape parmi d'autres. Et puis, le regard qu'ils portent sur les époques passées, sur les technologies passées, il est similaire. Il faut prouver aux autres qu'on n'est pas des dieux. Et d'ailleurs, c'est un principe qu'on a repris dans Star Trek récemment. En fait, c'est assez courant en science-fiction maintenant, qui est une des lois d'Arthur C. Clarke, qui est un grand écrivain de science-fiction, qui a écrit justement que la technologie, en fait, plus une technologie suffisamment avancée va toujours se faire passer pour de la magie, en fait. Donc, si on est en contact avec une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre, ça va toujours sembler être de la magie. Donc, notre rapport à la technologie, à la compréhension, à la raison, il est toujours basé sur une forme d'anachronisme, il est toujours basé sur une distance irréductible et incompréhensible. Et donc, c'est la réflexion, c'est le fait d'essayer de réduire ces distances-là qui permet de réfléchir à ce que veut dire la technologie, ce que veut dire son évolution ou non, et à quel point elle devrait être idéalisée comme elle peut l'être dans Star Trek. Hélène Després, merci pour cette évocation de Star Trek Next Generation, donc la série qui est sortie au tournant des années 80 et 90, où on l'a vu tout au long de l'épisode, il y a énormément de choses à dire, et ce regard que vous avez amené avec votre spécialité autour de la science-fiction et des interrogations qu'il peut y avoir sur notre monde, d'ailleurs à travers ça, était vraiment très très intéressant. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je les renvoie vers la bibliographie indicative que vous avez donnée pour justement découvrir d'autres choses, bibliographie que l'on retrouve sur le site histoireensérie.com. Et puis, comme toujours, le résumé de l'émission et les liens pour aller l'écouter sur YouTube et les plateformes de podcast sont disponibles sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Et puis, celles et ceux qui voudraient prolonger la discussion, évoquer cette émission où vous avez amené beaucoup de données, peuvent nous retrouver sur le groupe Facebook de Histoire en série. Hélène Després, merci beaucoup, puis j'espère à bientôt pour évoquer une autre série de science-fiction. Merci beaucoup.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strange